Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Joe. Bienvenue Joe. Bonjour. Alors s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Joe, j'ai 35 ans, je suis un barbu, marié, papa de 2 petites poupées. Et je suis un mi-hipster, mi-teufeur, sans camion, et comédien amateur à mes temps perdus. Merci pour cette belle présentation. Du coup, merci aussi de ta présence. Et aujourd'hui, donc, on va prendre le temps de découvrir ton métier. Donc, je vais te poser the question. Et tu fais quoi dans la vie ? Alors moi, je suis éducateur spécialisé en pédopsychiatrie. D'accord. Voilà, alors après, un éducateur spécialisé peut travailler dans plein de domaines différents, que ce soit avec des enfants, des adultes, dans le secteur de l'handicap, plutôt précarité, donc hommes, femmes à la rue, toxicomanie. On a un champ qui est assez large. Mais moi, en tout cas, je travaille en pédopsychiatrie, donc à l'hôpital. Super intéressant déjà cette entrée en matière. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier, si tu devais nous donner une sorte de première définition ? Alors, un éducateur spécialisé, c'est quelqu'un qui va essayer d'être au plus près des besoins de personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc moi, personnellement, en pédopsychiatrie, je suis plutôt avec des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles du développement, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que j'essaye que la société puisse accepter leurs troubles, que eux puissent justement rentrer dans cette société et que ces troubles en fait soient le moins envahissants possible pour eux. D'accord, donc les aider à aller vers de l'autonomie, c'est ça ? Oui, pour essayer notamment. De leur permettre une certaine insertion dans la société. Et surtout, c'est pouvoir gérer leurs angoisses, parce que c'est des enfants en général qui ont beaucoup d'angoisse et qui vont le manifester du coup de manière différente. Donc on reviendra plus tard sur le détail de tout ça, mais quel cursus tu as suivi finalement pour arriver là et en existe-t-il différents ? J'ai su assez rapidement que je voulais faire ce métier-là, donc je me suis un peu battu avec l'éducation nationale pour leur faire comprendre que je ne voulais pas faire un cursus classique, parce que moi je voulais faire un BEP sanitaire et social. Voilà, donc j'ai mis 2 ans à pouvoir partir en BEP sanitaire et social, parce qu'on m'a fait redoubler ma 3e, partir en seconde générale. Mais j'ai pas lâché l'affaire. En fait, pourquoi le BEP sanitaire et social ? C'est parce que je voulais déjà commencer à avoir de l'expérience professionnelle avec les stages. Parce que je savais que pour pouvoir passer le concours d'éducateur spécialisé, il fallait déjà un peu connaître le public, se connaître un peu plus soi-même. Et donc du coup, j'ai fait mon BEP sanitaire et social. Je suis parti en bac, donc ST2S. Je sais pas si ça existe toujours, il me semble que oui. Parce que j'étais la toute première session ST2S, avant c'était le bac SMS. Et pour les anciens, c'était le bac F8. Et en fait, toutes ces études, moi je les ai fait en maison familiale et rurale, qui me permettait d'être en alternance, dans cette idée de pouvoir avoir de l'expérience. Et ma dernière année de bac, en fait, je l'ai fait en apprentissage dans un IME. Donc un IME, c'est un institut médico-éducatif, c'est avec des enfants plutôt secteur handicap. J'étais plutôt côté autisme à ce moment-là. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le concours éducateur. Et pareil, j'ai fait éducateur, ce qu'on appelait nous à l'époque cours d'emploi. Donc j'étais en poste en fait d'éducateur, apprentissage. Et après, j'ai eu mon diplôme. Donc finalement, tu as su assez jeune que tu allais suivre ces voies-là. Ouais, au début, je m'étais dit, je ferais peut-être AMP, donc aide médico-psychologique, quand j'étais en BEP, mais très rapidement, c'était clair que c'était plutôt éducateur spécialisé. Après, donc, à l'époque, il fallait préparer un concours d'éducateur. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concours d'éducateur. Moi, ce que je trouve clairement dramatique. Pour vous dire, moi, quand je suis rentré en formation, j'avais 20 ans, même 21 ans, il me semble. J'étais le plus jeune de ma promo. Aujourd'hui, c'est plutôt la moyenne d'âge des éducateurs en formation, et moi je pense que ça va pas, parce que il faut une certaine expérience un peu de la vie ou du public pour pouvoir accueillir une certaine maîtrise de soi, pour pouvoir gérer les autres. Il faut se connaître un minimum quand même, quoi. Donc intéressant comme parcours. Et justement, maintenant que tu connais bien ce métier, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les compétences clés, on va dire les compétences nécessaires et les qualités, on va dire, requises pour se plaire dans ce métier et être un bon éducateur spécialisé ? Non, déjà, la première des choses, je pense que c'est la patience. Si t'as pas de patience dans ce métier-là, t'es clairement mort. De la bienveillance, plutôt quand même l'amour des autres, hein. Si t'aimes pas les gens, ça va être compliqué d'aimer les gens qui sont particuliers. Après, moi, j'avoue que j'ai plus de patience et plus d'amour pour les gens particuliers que les gens normaux, entre guillemets. On se le dit souvent avec des collègues, par exemple, que on aurait
peut-être plus de mal à travailler avec des enfants entre guillemets classiques qu'avec les enfants avec lesquels on travaille. Parce que c'est aussi ça la beauté de notre métier, c'est ces enfants qui ont des réactions qui sont différentes, et qui vont aller chercher des choses en toi que personne ne vient chercher à la base, quoi. Donc voilà, et je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est d'avoir ce que j'appellerais un cadre interne qui est sain, quoi. Parce que si tu commences à vouloir travailler des choses personnelles dans ton métier, et ça peut arriver. Moi, je trouve que ça va pas, quoi. Tu peux pas faire ce métier pour faire ta propre thérapie, quoi. Ouais, il faut être déjà armé soi-même. Voilà. Et c'est vrai que souvent, t'entends en formation, oui, si t'as rien à travailler en toi, tu fais pas ce métier-là. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Personnellement, j'avais rien à travailler en moi, particulièrement. J'avais juste envie d'avoir une utilité dans la société, dans la vie. Et je crois que j'y arrive plutôt bien, il me semble, depuis quasi 20 ans. Donc. Moi, j'aurais dit aussi, j'imaginais en tout cas qu'il fallait aussi avoir un bon sens de l'écoute et de la communication, parce que le relationnel, créer du lien, je pense que ça fait vraiment partie aussi du cœur du métier. Ah oui, bah complètement. Encore plus en pédopsychiatrie. Enfin, pour moi, oui, c'est tellement logique, c'est vrai que j'y ai même pas pensé. En fait, c'est savoir écouter l'autre. Et vraiment de l'écoute active, quoi. Et des fois, l'écoute, c'est pas forcément devoir répondre quelque chose à l'enfant. C'est juste d'être, des fois à 3 mètres de lui et de l'observer dans sa relation avec les autres. Et ça, c'est écouter ses besoins aussi. C'est tout un ensemble, en fait. C'est tout un ensemble. Est-ce que vous avez besoin aussi de faire appel à des qualités différentes, type la créativité pour animer des ateliers ou des choses comme ça? Bon, après, chaque éducateur a un peu son domaine de prédilection, je dirais. Voilà, moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais plutôt autour de l'animal. C'est quelque chose qui me plaît pas mal. On a un peu tous notre truc. Mais oui, sur le principe, il faut quand même être un minimum créatif, ouais. On a parlé plutôt des forces pour exercer ce métier, mais est-ce que tu pourrais me dire quels sont finalement les enjeux ou les défis majeurs rencontrés dans ce travail au quotidien? Alors moi, le premier enjeu personnellement, c'est résister aux attaques. C'est-à-dire celle des enfants, du coup, dans leur comportement, dans tout ça. Enfin, c'est un métier, on se fait insulter régulièrement, des choses comme ça, on peut se faire cracher dessus. Enfin, c'est loin d'être le quotidien de tous les jours. Après, ça va dépendre des endroits. Moi, j'ai travaillé dans des endroits où c'était la crise un peu tous les jours. Personnellement, enfin, en plus, je pense que je suis un bon éducateur entre guillemets de crise. J'ai fait quasi que ça. Là, ça fait quelques années où c'est un peu plus tranquille où je suis. Mais donc, il faut résister à ça. Et il faut entendre des messages différemment de qu'il est donné à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas toi qui es attaqué. En fait, c'est ta fonction, c'est plein d'autres choses, mais c'est pas toi en tant que Jonathan, parce que toi, quand justement l'enfant il va réussir à pouvoir se calmer ou des choses comme ça, là tu vois tout de suite que il est en face de lui la personne par elle-même, et en général il est reconnaissant quand tu as géré cette crise-là. Donc ça, c'est assez difficile. Et moi, je trouve que ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, c'est résister aux attaques de l'institution qui nous demande de soigner des enfants en 6 mois. Il faut tout de suite. Et sauf qu'un enfant, on le soigne pas comme ça, on le soigne pas en 3 mois, quoi. Et ça, c'est de plus en plus difficile. Et c'est ce qui me ferait partir de mon métier. En fait, c'est pas les enfants, c'est vraiment plus l'à côté, quoi. Le manque d'accompagnement finalement des institutions. Et puis même pire, quoi. C'est-à-dire que avant, en fait, il y avait des choses, c'était logique, quoi. Des temps de réunion, en fait, on se posait pas la question. Aujourd'hui, on va venir attaquer ça. On va nous demander d'expliquer ce qu'on fait. Il y a beaucoup moins de confiance et tout ça. En fait, ça attaque et ça grignote. Ouais, la motivation, quoi. La confiance aussi. Ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment dramatique, et il y a de plus en plus de bons éducateurs, de bons infirmiers, parce que moi je travaille vraiment en binôme avec des infirmiers, qui partent parce qu'ils en ont marre, et c'est des bons. Et c'est vraiment dommage, quoi. On use les gens, et c'est l'institution plus qui use les gens au final que les enfants, quoi. Et ça va pas. En effet. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de défis à remporter. Et en parlant de défis, c'est vrai que dans l'actualité, de manière générale, on parle beaucoup d'inclusion à différents niveaux de la société. Par exemple, en mettant en avant et en lumière le handicap ou la diversité des genres. J'imagine que dans ces métiers-là, qui sont des métiers prenants aussi, ça doit être une thématique qui fait aussi partie de vos combats, non ? L'inclusion, moi, je trouve que c'est très bien. Maintenant, il faut y mettre les moyens. C'est-à-dire que si tu mets des éducateurs dans les endroits où justement on pense inclure les gens, c'est super. Mais si tu laisses les professionnels qui sont sur place, qui n'ont aucune connaissance de l'handicap, aucune connaissance de la maladie psychique, se débrouiller, ça va pas. Ça crée des problèmes et ça crée de la maltraitance pour tout le monde, en fait. Ça soit dans une classe, par exemple, si vous avez 3 enfants qui ont des gros troubles, ces enfants-là, par l'angoisse, par le manque d'un environnement adapté, vont faire des crises assez importantes.
vont pouvoir attaquer les autres enfants. Donc du coup, les autres enfants, eux, c'est maltraitant pour eux et c'est maltraitant pour les enfants, moi, dont je m'occupe, qui ont un milieu qui n'est pas adapté. Après, c'est aussi des décisions politiques pour moi qui sont du fait d'un manque très important de structures adaptées. Quand vous voyez qu'on a entre 5 et 6 ans d'attente à Lyon pour un IME, moi je trouve ça inadmissible en fait. IME, Institut médico-éducatif, donc qui s'occupe de gamins handicapés. Mhm. Et nous, par exemple, dans un CMP, donc centre médico-psychologique, pour arriver dans mon service à moi, qui est un CATTP, donc c'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, vous êtes obligé de passer par un CMP. Le CMP a 1 an et demi d'attente. Donc à un moment donné, c'est pas moi qui vais aller chercher dans la rue les enfants qu'on a besoin. Donc les temps d'attente, les places, il y en a clairement pas assez. Après, on va vous parler d'inclusion, tout ça. Et après, bien entendu, je suis complètement pour que n'importe quelle personne ait sa place dans la société de manière optimale. Donc on va poursuivre notre discussion où je t'ai senti en effet très inspiré mais aussi très passionné. Donc qu'est-ce qui te passionne justement le plus dans ce métier-là ? De toute façon, ce métier, si t'es pas passionné, a priori, tu vas pas tenir très longtemps quand même. Pour moi, l'éducateur, il a besoin d'être celui qui défend un peu. Et donc on est un peu toujours énervé, les éducateurs, c'est comme ça, on se plaint beaucoup, mais en même temps, c'est pour les bonnes choses. Ce qui me passionne le plus, c'est d'avoir un réel impact sur la vie future des enfants dont je m'occupe et de leur entourage. C'est pouvoir faire que un enfant arrive avec des gros troubles et qu'il est très angoissé. Et quand je lui dis au revoir à la fin du soin, il soit beaucoup plus tranquille en lui, qu'il ait une connaissance de lui plus importante, que les liens avec les autres soient plus tranquilles. Et ce qui me plaît, c'est de me dire que chaque semaine, en fait, chaque enfant dont je m'occupe va avoir un temps vraiment particulier pour lui, un temps d'écoute. Et en fait, on en rêverait tous, je crois, d'avoir un lieu un peu mis comme ça sous coton, qui est un peu suspendu dans le temps, qui nous est dédié qu'à nous, quoi. Globalement, c'est plutôt ça. Et c'est intellectuellement, je trouve que ça m'intéresse pas mal de voir cette évolution et de réfléchir au maximum de comment faire pour que cet enfant il aille mieux. Et justement, est-ce que tu pourrais nous décrire à quoi ça ressemble chez toi une journée type ou une semaine type ? Je dirais plus sur la semaine type. Dans une semaine type, en fait, je vais alterner entre des prises en charge donc en individuel ou groupal. En fait, ça va dépendre. En réunion, on va vraiment essayer de savoir quel sera le mieux pour tel enfant, si c'est du groupe, si c'est de l'individuel. Il y a des enfants, des fois, c'est tellement fort leur trouble dans le relationnel qu'il vaut mieux passer par l'individuel au départ. Mais groupe, en fait, on va soit faire des groupes avec un thème particulier, je sais pas, la cuisine. Là, il y a pas très longtemps, j'ai fait un groupe autour du jeu de rôle. Et où ça va être des temps un peu plus longs groupal, mais avec ce qu'on appelle de la médiation qui est plutôt libre. Donc là, c'est les enfants qui vont venir, qui vont nous dire j'ai envie de faire ci, ça, et nous on voit comment on peut faire. Et donc parallèlement à ça, on va avoir des temps de reprise clinique. Donc chaque en fait groupe va avoir un temps d'1 heure environ toutes les 2 semaines qui lui est dédié, où là on va décortiquer vraiment tout ce qu'on a fait, comment l'enfant s'est comporté, tout ça. Et là ça va vraiment nous aider à pouvoir être au plus près du besoin de l'enfant dans les moments d'après. Et puis nous en fait on marche beaucoup avec ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire le transfert c'est ce que toi tu vas me donner dans la relation, je vais récupérer en moi et ça va me créer une réaction. Et ça, en fait, c'est à décortiquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à l'enfant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille. Et c'est aussi comme ça qu'on se décontamine, entre guillemets, de la violence, des angoisses des enfants. Et on va avoir aussi une partie de consultation familiale. Et donc là, c'est vraiment pouvoir aider les familles à comprendre leur enfant, à eux pouvoir parler de ce qu'ils vivent. Et en général, contrairement à un psychologue, par exemple, nous, c'est pas qu'on va avoir plus de poids, mais les parents, en fait, ce qu'on va leur dire, ils vont l'écouter d'autant plus du fait que nous, on le vit aussi, en fait, par rapport à un psycho qui va les voir chaque semaine dans le bureau. Après, moi, mes consultations familiales, je les fais avec un psycho, en fait. On est en binôme, une psycho. Vous êtes des équipes pluridisciplinaires et oui. vous complétez. Exactement. On peut pas travailler autrement qu'en pluridisciplinarité. En tant qu'EduxP, est-ce qu'il y a finalement un outil ou quelque chose qui vous est indispensable au quotidien ?
Pour moi, c'est justement ces reprises cliniques que je parlais. C'est ce qui va différencier pour moi en fait un éducateur d'un animateur entre guillemets. Alors bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a notre formation, il y a notre regard, il y a plein de trucs. Mais globalement, oui, les reprises cliniques, moi je trouve que c'est vraiment important. On en a plus en pédopsychiatrie et c'est aussi pour ça que je reste dans ce domaine-là. Parce que pour moi, en fait, c'est un peu comme de l'orfèvrerie, quoi. C'est-à-dire que chaque moment que je passe avec l'enfant, après, moi, je vais le réanalyser et je vais essayer de voir sur quoi je peux essayer de bouger un tout petit quelque chose. C'est ce qui fait évoluer l'enfant au fur et à mesure, en fait. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir du recul. C'est ce qui permet de pas tout ramener à la maison. Parce que sinon, les familles, je pense que ça serait très difficile si on ramenait toute l'angoisse, la violence qu'on vit tous les jours. Voilà, ça, c'est vraiment l'outil le plus important, il me semble. Et au fil de ces années, est-ce que tu aurais une anecdote ou un moment marquant de ta carrière à nous partager ? Alors, par contre, je risque de casser l'ambiance, que dans notre métier, c'est quand même des situations vraiment très difficiles. Mais oui, il y a une situation, moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est un enfant, en fait, qui était dans une situation de grande précarité psychique et sociale. J'ai beaucoup d'enfants qui ont été maltraités ou qui sont dans des situations vraiment très, très compliquées. Et cet ado, en gros, que j'avais en charge, quand il était petit, il a été élevé vraiment comme un enfant sauvage. En gros, il a été placé assez rapidement. C'était une situation vraiment très très difficile. J'avais eu en plus son frère, moi, dans un autre lieu où j'avais travaillé avant. Et cet enfant, voilà, en fait, il avait des défenses psychiques qui étaient très importantes. Il était assez violent. Et au fur et à mesure du temps, avec le pédopsie avec lequel je travaillais à cette époque-là, on avait réussi à faire que cette violence avait beaucoup baissé, qu'il avait pu vraiment réfléchir sur ce qu'il vivait, sur tout ça. Et en fait, malgré tous nos soins, quelques mois après ses 18 ans, quand on lui a dit au revoir, quoi, il a été suspecté d'attouchement, il s'est retrouvé en garde à vue et en fait, il s'est suicidé en garde à vue. Et ça, moi, ça m'a beaucoup marqué dans le sens où je me suis dit que ces défenses, en fait, elles étaient là vraiment vitales, en fait, pour lui et que, du coup, on l'a aidé à les enlever, ces défenses, mais du coup, à quel prix derrière, quoi. Donc ça, c'est difficile parce que on se rend pas compte, mais les gens, en fait, quand pas dans une dépression, en fait, ils parlent à personne. C'est qu'à ce moment-là, ils en ont besoin et que des fois, on veut aller trop vite, peut-être, et que cet enfant, on le pensait prêt, on pensait tout ça, et en fait, c'était extrêmement difficile, quoi. Et des fois, peut-être qu'il valait mieux qu'il se, voilà, il y a certains enfants, ils se débilisent entre guillemets souvent. Mais parce que la vie est trop dure à côté et qui on est pour leur enlever ça, en fait. Donc maintenant, je fais vraiment très attention à ça. D'accord, donc une situation quand même délicate, difficile de ne pas ramener tout à la maison, en effet, de ne pas réfléchir sur tout ça. Mais malgré tous les aléas de ce beau métier, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelles sont les évolutions de ce beau métier sur les prochaines années et si tu as un dernier conseil à donner à des gens qui voudraient faire comme toi ? Alors l'évolution du métier me fait quand même assez peur par rapport aux décisions politiques d'aujourd'hui. Donc on verra. Il y a de plus en plus de violence dans la société. Pour moi, mon métier, en fait, c'est le garant du vivre ensemble, en fait. Et on a enlevé beaucoup d'éducateurs dans les quartiers, on enlève beaucoup d'éducateurs de partout. Et ça, moi, ça me fait peur. Après, on essaye de le faire évoluer avec des nouvelles techniques, des choses comme ça. Moi, je trouve ça très bien. Mais il faut qu'elle soit couplée aussi avec du travail comme on a aujourd'hui. Et par rapport aux futurs éducateurs, c'est fais-toi de l'expérience avant de rentrer dans l'école pour voir si tu as les épaules pour faire ce métier, pour voir si t'es pas trop touché par les gens, parce que faut aussi savoir prendre du recul et ça, c'est pas donné à tout le monde, mine de rien, de pouvoir être une éponge et en même temps y laisser à côté. Parce que sinon, tu tiens pas dans ce métier. Et j'en connais beaucoup qui prenaient trop à cœur les choses et à un moment donné, tu te casses la figure, c'est pas possible, quoi. Merci pour ce partage d'expérience en toute transparence, Joe. J'espère que cet échange aura répondu à certaines de vos interrogations et pourra peut-être susciter de nouvelles vocations, car a priori, il y a des besoins dans ce milieu-là. Donc, si vous avez l'envie d'aller vers ces métiers passion, n'hésitez pas. Et à très vite pour la découverte d'un nouveau métier. Merci.